L'argent. L'argent est le maître du monde. Notre quotidien, nos projets, notre avenir dépendent de l'argent qui circule dans l'économie. Pourtant, rares sont les citoyens, les politiciens, les décideurs sachant vraiment ce qu'est l'argent, d'où vient l'argent, qui fabrique l'argent. Beaucoup croient que l'argent est fabriqué par l'État, qu'ils ont réellement de l'argent sur leur compte, et que les banques prêtent l'argent de leurs déposants quand elles font crédit. Ces trois croyances sont fausses. La confusion règne au profit d'une finance mondialisée qui, de crise en crise, renforce son pouvoir de domination et détruit lentement nos démocraties, alors même qu'une infime proportion de la population mondiale n'a jamais accumulé autant de richesses. En partant de ce que tout le monde connaît, pas à pas, en employant les termes techniques, en illustrant chaque principe par des exemples simples, ce document vous donne les bases indispensables à la compréhension du système bancaire et monétaire, et met en perspective les crises financières et économiques qui ne cessent de s'aggraver depuis 2008. La monnaie est au cœur de nos économies. Elle en est le fluide qui permet les échanges des biens et des services. Les biens, ce sont les objets physiques qui ont un prix, comme de la nourriture, des outils, de l'immobilier, des objets de la vie courante, des véhicules, de l'électronique. Un service, c'est du temps que l'on consacre à réaliser quelque chose contre une rémunération. Les architectes, les médecins, les garagistes, les peintres, les avocats, les comptables vendent de leur temps, sous la forme de services. Les biens et les services sont achetés avec de la monnaie. Savoir qui crée la monnaie est donc indispensable pour comprendre comment le monde fonctionne. La monnaie prend plusieurs formes, qu'il faut bien distinguer. Sans la connaissance des diverses formes de monnaie et les mécanismes qu'elles impliquent, il est impossible de comprendre le système monétaire et bancaire, et plus globalement l'économie. Il y a la monnaie sous la forme de billets et de pièces de monnaie. On l'appelle la monnaie centrale corporelle. C'est celle que vous pouvez retirer au guichet ou au distributeur automatique de billets de votre banque. On peut la toucher, on peut partir avec, on peut physiquement la détruire. On l'appelle aussi monnaie manuelle, liquide ou espèce. Elle est fabriquée par la Banque centrale. En dehors de la Banque centrale, personne n'a le droit de fabriquer des billets et des pièces de monnaie. La Banque centrale est une institution missionnée par l'État ou les États d'une zone monétaire pour fabriquer les billets et les pièces de monnaie. Elle a aussi pour mission de favoriser le bon fonctionnement de l'économie. Son but n'est pas de faire des profits, mais d'appliquer la politique monétaire. En France, comme pour l'ensemble des pays de la zone euro, la Banque centrale est la BCE, ou Banque centrale européenne. La BCE gère une monnaie nommée euro. Et puis il y a un autre type de monnaie, beaucoup moins connu. C'est la monnaie qui est sur votre compte en banque, appelée monnaie scripturale. Cette monnaie n'existe que sous la forme de chiffres dans les systèmes informatiques de comptabilité des banques commerciales privées. On l'appelle aussi monnaie secondaire. Les banques commerciales privées, appelées aussi banques de second rang ou banques secondaires, sont les banques des particuliers et des entreprises, comme la BNP, le Crédit Agricole ou la Société Générale. Ce sont des entreprises privées dont le but est le profit. Les banques commerciales privées sont les distributeurs des billets et pièces de monnaie. Ce sont des intermédiaires, des commerçants, qui font le commerce de la monnaie centrale. Elles ont développé un substitut à cette monnaie, qui est la monnaie secondaire ou monnaie scripturale privée. Elles réalisent la gestion des moyens de paiement tels que les chèques, les cartes bancaires, les virements et les prélèvements. Pour comprendre l'origine des différentes formes de monnaie, il faut comprendre pourquoi la monnaie a été créée et parcourir son histoire de l'Antiquité à nos jours. L'histoire de la monnaie s'étale sur des milliers d'années. La plupart des gens pensent que la monnaie remplace le troc. Le troc est le fait d'échanger un bien contre un autre.
Par exemple, lorsque Paul et Jacques se rencontrent, Paul voudrait échanger 5 salades contre 10 kilos de pommes de terre. Sauf que si Jacques n'accepte pas de salade en échange de ses pommes de terre, il accepterait quelque chose d'autre, une denrée dont tout le monde a besoin. La monnaie serait apparue spontanément par la sélection de marchandises parmi les plus pratiques et les plus recherchées pour ces échanges immédiats. Dans un premier temps, le riz, l'avoine ou les animaux auraient été utilisés comme monnaie jusqu'à l'apparition de monnaies métalliques, d'or ou d'argent, forme ultime de monnaie. Le crédit ne serait apparu que plus tard, quand de la monnaie fut accumulée pour être prêtée à ceux qui en avaient besoin. Malheureusement, cette hypothèse n'a strictement aucune réalité historique. Les historiens ne cessent de le répéter. Ce n'est pas le troc qui apparut en premier, mais le crédit, c'est-à-dire la comptabilité des dettes, bien avant l'apparition de la monnaie. Le troc n'a pour ainsi dire quasiment jamais existé. Imaginons des paysans de l'Antiquité. Paul produit des salades qu'il récolte au printemps, et Jacques produit des pommes de terre qu'il récolte à l'automne. Jacques va emprunter 5 salades à Paul au printemps. Jacques doit l'équivalent de 5 salades à Paul. Ce n'est qu'à l'automne, 6 mois plus tard, que Jacques va le rembourser en lui donnant 10 kilos de pommes de terre. C'est la confiance qui permet ces échanges différés. On peut dire que Paul et Jacques se font confiance. Ils partagent un même principe moral qui est qu'une dette doit être honorée. Cela leur permet de se faire crédit. Quand Jacques demande des salades à Paul, il se sent redevable envers Paul. Jacques ne sera libre que quand il aura remboursé Paul des jours, des mois, des années plus tard, car il a une dette envers lui. Les hommes pouvaient se prêter des outils, des animaux, s'échanger des biens, mais aussi des services. Au-delà d'un certain volume d'échanges, la parole donnée ne suffit plus à garantir la confiance, il faut consigner par écrit. On invente l'écriture. Alors il faut apprendre à lire, écrire et compter. On invente l'école. Il faut aussi avoir confiance dans la quantité, mesurer ce que l'on échange. On invente les étalons et la métrologie. Enfin, il faut aussi avoir un arbitre en cas de litige. On invente les tribunaux. Les communautés prenaient une unité de compte virtuelle, ou un étalon, pour donner un prix aux biens et aux services qu'ils s'échangeaient. Si 5 salades valaient 10 unités de compte, alors quand Paul donnait 5 salades à Jacques, il lui devait 10 unités de compte. On a retrouvé nombre d'objets servant de registre de dette. Des bâtons, des boules d'argile, des papyrus, des bouts de tissu, des figurines. Parmi les plus anciens registres figurent des centaines de milliers de tablettes d'argile de l'époque sumérienne où étaient tenus des comptes et consignés des dettes. Ces tablettes étaient gérées par des temples proches des marchés. Personne ne pouvait empêcher les hommes de se faire crédit. Les unités de compte nécessaires à donner un prix à ce qui s'échangeait n'étaient qu'indicatives. Il n'est pas nécessaire de se procurer ou d'acheter des centimètres à chaque fois que l'on mesure ce que l'on prête à autrui. Durant plusieurs milliers d'années, il n'y avait pas de monnaie, juste la comptabilité des dettes des uns et des autres et des communautés entre elles. Ce n'est que beaucoup plus tard, environ 700 ans avant Jésus-Christ, que des souverains ou des castes régnantes ont imposé l'usage de monnaie comme moyen d'échange, sous la forme d'un objet dont ils s'attribuaient l'exclusivité de la production. Ils émettaient la monnaie, généralement des pièces d'or, d'argent ou de cuivre, payaient leurs soldats avec, et menaient des guerres pour conquérir de nouveaux territoires. Pour se procurer nourriture et équipement, les soldats imposaient par la force aux paysans et aux marchands cette monnaie comme paiement. Le pouvoir récupérait ensuite de cette monnaie lors de la perception des impôts. Comme tout le monde devait disposer de monnaie pour payer les impôts, elle devenait rapidement la monnaie officielle. Elle était acceptée comme paiement et elle se diffusait dans la communauté. Le pouvoir pouvait donc acheter nourriture, marchandises et richesses grâce à la monnaie qu'il produisait lui-même. Tant que l'on avait une dette, on n'était pas libre. On risquait de devenir l'esclave de son créancier ou d'être emprisonné si on ne s'acquittait pas de l'impôt. C'est la servitude pour dette.
Et c'est pour ça qu'une monnaie employable pour payer une dette ou un impôt a un pouvoir libératoire. La monnaie a donc été créée par des castes régnantes, des souverains, pour extorquer une partie de la production des populations, vivre et s'enrichir sans travailler. C'est par ce principe que des empires se sont bâtis. Historiquement, le troc n'était pratiqué que durant les périodes de chaos et de conflits, lorsque la monnaie venait à manquer. Au Moyen Âge, avec le développement du commerce, les métaux précieux comme l'or ou l'argent étaient devenus une monnaie internationale. Il était risqué de posséder et transporter ces métaux précieux. On risquait de se les faire dérober. À partir du XVIIe siècle, les marchands de Londres et de Stockholm commencèrent à confier la garde de leurs métaux précieux aux orfèvres, les négociants en métaux précieux. En échange, les orfèvres leur donnaient un reçu, un certificat de dépôt nominatif qui permettait à son détenteur de récupérer à tout moment son métal précieux. Lors des retraits, les orfèvres demandaient une petite somme pour le service de stockage rendu. Les boutiques des orfèvres devinrent des coffres fort bien gardés. Puis ces certificats sont devenus non nominatifs. Il était simplement inscrit dessus le poids de métal précieux qu'ils représentaient. Les marchands se mirent à se payer non pas en métal précieux, mais avec ces certificats. La monnaie papier était née. Les orfèvres constataient que les marchands laissaient leurs métaux précieux dans leurs coffres. Ils eurent donc l'idée de prêter ces métaux précieux à d'autres marchands pour développer leur commerce. Mais plutôt que de prêter les métaux précieux entreposés dans leurs coffres, les orfèvres émettaient des certificats papier. Quand les marchands remboursaient leurs dettes, ils rendaient les certificats et versaient un intérêt. Les orfèvres se mirent à imprimer bien plus de certificats que de métaux précieux disponibles dans leurs coffres. Cette pratique leur permit de s'enrichir en multipliant les intérêts perçus. Quand les certificats étaient rendus aux orfèvres, ils étaient détruits. Comme le papier monnaie échangeable contre des métaux précieux était accepté par les marchands comme paiement, les orfèvres pouvaient en imprimer pour leurs propres dépenses et achats. Tant que les emprunteurs et déposants ne venaient pas tous au même moment demander l'échange de leurs certificats contre l'équivalent en métal précieux, leur petit tour de magie pour s'enrichir restait secret. Aujourd'hui, les métaux précieux sont remplacés par la monnaie centrale. Avec l'avènement de la République et de la démocratie, c'est l'appareil législatif qui rédige la loi au nom du peuple, et l'État, la nation, fait fabriquer sa propre monnaie par la Banque centrale. La loi dit que tout citoyen est obligé d'accepter non pas des métaux précieux, mais de la monnaie de l'État comme règlement d'une dette. C'est ce qui donne son cours légal à la monnaie de l'État. Cette monnaie est dite fiduciaire, du latin fiducia, qui veut dire confiance. Sa valeur est liée à l'assurance qu'on peut échanger des biens et services avec cette monnaie. Rappelez-vous, quand un marchand déposait des métaux précieux chez l'orfèvre, il lui donnait l'équivalent en certificat de dépôt. Plus tard, le marchand pouvait retourner chez l'orfèvre et récupérer ses métaux précieux contre ses certificats. Aujourd'hui, quand le client d'une banque dépose des billets sur son compte, la banque le crédite. Il lui est possible de les retirer de son compte plus tard. La monnaie secondaire, ou monnaie scripturale privée, est l'équivalent des certificats de dépôt des orfèvres. Tout comme le certificat de l'orfèvre est une reconnaissance de dette de l'orfèvre envers le marchand, un compte bancaire est une dette en monnaie centrale de la banque envers son client. Du temps des orfèvres, quand les marchands se payaient en métaux précieux, c'est comme lorsqu'aujourd'hui, on paie les commerçants avec de la monnaie centrale, des billets de banque.
Ensuite, quand les marchands se payaient avec des certificats de dépôt de l'orfèvre, c'est comme lorsqu'aujourd'hui, on paie un commerçant par un transfert de monnaie scripturale de notre compte bancaire à celui du commerçant. Rappelez-vous aussi que quand l'orfèvre faisait crédit, qu'il prêtait des métaux précieux, il émettait bien plus de certificats de dépôt que de métaux précieux disponibles dans ses coffres. Quand les marchands le remboursaient, il détruisait ces certificats. C'est la même chose aujourd'hui avec la monnaie scripturale privée. Quand une banque accorde un crédit, elle crée de la monnaie scripturale sur un compte à partir de rien. Et elle en crée bien plus qu'elle ne dispose de monnaie centrale dans ses coffres. Et quand son client rembourse son crédit, elle détruit la monnaie scripturale. C'est ce qu'on appelle la création monétaire et la destruction monétaire. La monnaie scripturale étant acceptée comme paiement, les banques peuvent aussi créer de la monnaie à partir de rien pour couvrir leurs dépenses et leurs achats. Les banques ont la possibilité de se faire crédit à elles-mêmes. On dit que les banques monétisent leurs dépenses. La monnaie centrale donne l'illusion au peuple que c'est l'État qui émet la monnaie, alors qu'en réalité, ce sont les banques commerciales privées qui ont ce privilège. Sans création monétaire par le crédit par les banques commerciales, il n'y aurait quasiment pas de monnaie en circulation. Les banques et les États sont comme les deux faces d'une même pièce. En effet, il faut d'abord que de la monnaie ait été créée par le crédit bancaire pour que l'État puisse en prélever par les impôts et les taxes. Et les banques ont besoin des États pour établir une législation protégeant ce privilège et faire appliquer cette législation par la justice et les forces de l'ordre. Nous allons détailler maintenant ces mécanismes bancaires et leurs nombreuses conséquences. Tout le monde a un compte en banque. C'est plus sûr et c'est plus simple que d'avoir chez soi une caisse remplie de billets de banque. Beaucoup de gens s'imaginent qu'un compte en banque est une boîte dans laquelle sont rangés des billets de banque. En réalité, la banque a une réserve unique de billets de banque et les comptes en banque n'ont aucune réalité physique. Ce sont juste des chiffres dans la comptabilité de la banque commerciale, ce sont des unités de compte. Lorsque vous allez au distributeur de billets, votre banque prend dans son stock de billets le montant que vous voulez retirer sur votre compte et vous les donne. Elle retranche ce montant à votre compte. Ainsi, vous avez le sentiment de prendre des billets sur votre compte en banque, alors qu'en réalité, la banque convertit des chiffres en monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire en billets de banque, la monnaie de l'État. À l'inverse, quand vous déposez des billets sur votre compte, la banque les prend et les met dans son stock de billets et augmente le chiffre de votre compte. Votre compte ne représente pas un petit tas de billets de banque, mais seulement un chiffre dans un ordinateur. Vous ne retirez que très rarement l'ensemble de ce qui est sur votre compte. Vous retirez juste ce qu'il vous faut pour faire vos petits achats dans les commerces. Tout le reste, vous le laissez sur votre compte. Et le commerçant qui reçoit vos billets comme paiement les dépose lui aussi sur son compte. De ce fait, tout le monde a plus d'unités de compte sous la forme d'un chiffre dans la comptabilité d'une banque privée que de billets de banque dans ses poches ou chez lui. La somme des unités de compte qui correspond au crédit de votre compte s'appelle un dépôt. Un compte en banque sur lequel il y a 1000 unités de compte, on appelle cela un dépôt de 1000 €. On a l'illusion qu'une banque a toujours dans son stock de billets de banque l'équivalent des dépôts qu'elle gère. En réalité, elle n'en a qu'une petite partie, et ceci lui est permis par le fait que ses clients ne viennent pas tous au même moment retirer en liquide ce qu'ils ont sur leur compte. En Europe, la monnaie centrale est la monnaie qui a cours légal. C'est la monnaie officielle des États de la zone euro, dont l'État français. C'est la monnaie exigée par l'État pour le paiement des impôts et des taxes. La loi oblige les citoyens à accepter les billets de banque comme moyen de paiement,
et elle sanctionne sévèrement ceux qui fabriquent de faux billets. En revanche, la monnaie inscrite au crédit d'un compte bancaire n'est qu'une reconnaissance de dette de la banque envers le détenteur du compte. Rien de plus. La loi impose aux banques commerciales privées de convertir ces unités de compte en billets de banque à votre demande. C'est pour cette raison que les banques commerciales appellent ces chiffres des euros. Les chiffres inscrits sur votre relevé de compte sont appelés euros, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des euros. Ces unités de compte sont converties en euros au moment où vous les retirez de votre compte. Votre banque vous doit bien des euros, et c'est pour cette raison qu'il est marqué euros sur votre relevé de compte. Ces unités de compte sont tolérées par la loi comme moyen de paiement. Quand vous payez au moyen d'un chèque bancaire, d'une carte bleue ou d'un virement, vous réalisez un simple transfert d'un chiffre de votre compte à un autre. Tout ce qui sert de moyen de paiement est une monnaie. C'est pour cette raison que ces unités de compte sont appelées monnaie scripturale, monnaie secondaire ou monnaie scripturale privée. On peut dire que chaque banque a sa propre monnaie, car chaque banque a sa propre comptabilité, gère ses propres chiffres, ses propres unités de compte. Toutes les monnaies privées sont convertibles en monnaie centrale corporelle. Elles ont toutes la même valeur. Mais la monnaie scripturale d'une banque commerciale privée n'est garantie que par la banque elle-même. Une banque commerciale étant une entreprise comme une autre, elle peut faire faillite. Si elle fait faillite, elle ne peut plus garantir sa monnaie privée, et par conséquent les montants des comptes bancaires de ses clients. Les unités de compte sur les comptes bancaires peuvent tout simplement disparaître. Imaginons que vous ayez 10 000 € en billets de banque, c'est-à-dire en monnaie centrale corporelle, en monnaie de l'État. Vous avez confiance dans sa valeur, car vous avez confiance en l'État. Vous prenez ces 10 000 € et vous les déposez sur un compte au Crédit Agricole. En réalité, vous donnez cet argent à la banque qui les met dans son petit stock de billets et crédite votre compte. Le chiffre sur votre compte n'est qu'une reconnaissance de dette de 10 000 €. Ce sont des unités de compte privées, car la banque est maintenant propriétaire des 10 000 € que vous lui avez donnés, et qu'elle va probablement mettre dans un distributeur de billets pour que d'autres clients puissent retirer du liquide. La loi dit simplement qu'à votre demande, à tout moment, la banque est tenue de convertir les 10 000 unités de compte en billets de banque. Et ce que vous ne savez pas, c'est que la banque n'a qu'une petite partie des montants des comptes de ses clients sous la forme de billets de banque. Gardez à l'esprit que moins de 7% de la totalité de la monnaie en circulation est sous la forme de billets et de pièces de monnaie qui ont cours légal. Ce que vous avez sur votre compte, ce n'est qu'une promesse de remboursement en euros, et non de véritables euros. De nos jours, tout le monde paie des sommes de petite et grande taille sans jamais employer de billets de banque. La carte bancaire, la carte de crédit, les chèques bancaires, les prélèvements automatiques et les virements forment l'essentiel des procédés de paiement. Quand un client d'une banque veut transférer de l'argent à un autre client de la même banque pour le payer, que ce soit des entreprises ou des particuliers, la banque ne réalise qu'une manipulation de chiffres. Elle retranche au compte du client la somme inversée et l'ajoute au compte du destinataire. Aucun billet de banque n'est intervenu dans la transaction, et pourtant, les deux clients, en interrogeant leur banque, constatent bien qu'un transfert a été effectué. En revanche, quand un transfert doit être effectué entre les comptes bancaires de deux banques commerciales distinctes et concurrentes, la monnaie centrale intervient. Toutes les banques commerciales privées ont un compte à la banque centrale. Aucun particulier ni aucune entreprise ne peut avoir un compte à la banque centrale. Seules les banques commerciales et le trésor public, c'est-à-dire l'État, ont un compte à la banque centrale. La banque centrale réalise la comptabilité là aussi avec des chiffres dans des ordinateurs, et non pas des tas de billets de banque. Et cela pour des raisons purement pratiques.
On appelle cette monnaie la monnaie centrale scripturale. Ces comptes sont en monnaie banque centrale ou monnaie centrale. Quand une banque commerciale a trop de billets, elle peut les déposer sur son compte à la banque centrale. Quand elle en a besoin pour alimenter ses distributeurs automatiques, elle demande à la banque centrale de lui convertir des euros scripturales en billets de banque. Généralement, on ne fait pas la distinction entre monnaie centrale scripturale et monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire les billets de banque. On appelle la somme de la monnaie centrale, scripturale et corporelle, la base monétaire. Entre elles, les banques commerciales se paient en monnaie centrale. Les banques n'acceptent pour paiement des autres banques que de la monnaie centrale. Quand un client veut transférer de la monnaie scripturale de son compte vers celui d'un client d'une autre banque, la monnaie scripturale est convertie en monnaie centrale, puis transférée à l'autre banque, qui va encaisser cette monnaie centrale et créditer le compte du destinataire. Ainsi, les banques se paient entre elles en monnaie centrale, car la monnaie scripturale privée d'une banque n'a pas de valeur pour les autres banques. La comptabilité du Crédit Agricole n'a rien à voir avec la comptabilité de la Société Générale. Ce sont deux entreprises distinctes et concurrentes. Ce qui existe entre les banques et pour les banques, c'est uniquement la monnaie banque centrale. C'est celle qui a cours légal, c'est la monnaie de l'État. Quand un client d'une banque a 1000 euros sur son compte, la banque n'est pas riche de 1000 euros. Elle doit simplement 1000 euros en monnaie centrale à ce client. C'est un chiffre dans sa comptabilité. Ce qui fait la richesse de la banque, c'est ce qu'elle possède, comme des immeubles, des bureaux, des actions, des titres financiers, et la monnaie centrale qu'elle a sous la forme de billets de banque ou de monnaie centrale sur son compte à la banque centrale. En revanche, à tout moment, la banque peut devoir s'appauvrir de 1000 euros si ce client les transfère sur un compte d'une autre banque, car cette autre banque veut être payée en monnaie centrale. Les banques ne réalisent pas leur paiement en banque centrale à chaque fois qu'un transfert est réalisé. Un bilan des échanges est fait tous les jours. On appelle cela la compensation. Cette compensation est calculée par une chambre de compensation. Une chambre de compensation gère un système informatique enregistrant un très grand nombre de comptes en banque et de transactions, afin de faire le bilan des échanges entre les organismes financiers, dont les banques. La chambre de compensation la plus connue est Clearstream, à cause de l'affaire politico-financière qui porte son nom. Imaginons deux banques. Un client de la première banque paie 10 euros à un client de la seconde. Un client de la seconde paie 15 euros à un client de la première. À la fin de la journée, la compensation calcule un différentiel de 5 euros au profit de la première banque. Le paiement peut se faire directement par virement entre leurs comptes à la banque centrale. Quand une banque voit son compte débité à cause d'une compensation ou par un retrait au guichet par un client, on appelle cela une fuite. Elle s'appauvrit, car sa monnaie centrale fait partie de ses richesses. Imaginons une banque qui a 4 déposants qui ont chacun 25 000 unités de compte. On peut dire que la banque doit 100 000 euros à ses clients. Imaginons que cette banque a 10 000 euros sur son compte à la banque centrale. La banque est incapable de couvrir la fuite du montant total des comptes de ses clients. Elle est potentiellement en faillite, car 90 000 unités de compte de ses clients ne sont pas couverts par de la monnaie centrale. Seuls 10 000 euros en billets peuvent être versés à l'ensemble de ses clients. C'est le principe de la couverture partielle des dépôts, appelé système à réserve fractionnaire. Si la totalité de ses clients viennent tous au même moment pour retirer leur argent, la banque fait immédiatement faillite. Quand tous les clients d'une banque viennent retirer tout leur argent, c'est ce que l'on appelle un bank run. Face à cette situation, les autorités ont mis en place un fonds en monnaie centrale en cas de faillite bancaire, le fonds de garantie des dépôts bancaires. En France, ce fonds se porte officiellement garant de 100 000 euros maximum par compte bancaire. Malheureusement,
La plupart des grandes banques gèrent des dépôts bien supérieurs à ce qu'il y a dans ce fonds. Le fonds est d'environ 2 milliards d'euros, alors que les banques françaises gèrent près de 1000 fois plus de dépôts en monnaie scripturale. Par conséquent, la faillite de quelques grandes banques du monde provoquerait la disparition d'une partie des dépôts bancaires de leurs clients. Le Trésor public, c'est la caisse de l'État. Le Trésor public a un compte à la Banque centrale. Le Trésor public encaisse toutes les taxes et impôts qui forment les recettes de l'État. Le Trésor public paie toutes les dépenses de l'État. Il paie les fonctionnaires, les investissements de l'État, ses infrastructures, ses frais de fonctionnement, ses fournisseurs. Quand vous payez vos impôts ou des taxes, vous les payez directement au Trésor public. Si un client d'une banque veut payer 1000 € au Trésor public, la banque convertit la monnaie scripturale privée en monnaie banque centrale et transfère cette monnaie centrale sur le compte du Trésor public. Le Trésor public n'accepte pour paiement que la monnaie centrale. Quand le Trésor public paie un de ses fournisseurs, il verse de la monnaie centrale à la banque commerciale privée qui en détient le compte, et celle-ci crédite le compte de l'entreprise bénéficiaire. Récapitulons. Le système monétaire est basé sur 2 espaces monétaires distincts et isolés. L'espace de la monnaie centrale et l'espace de la monnaie scripturale privée. La monnaie centrale, c'est la monnaie de l'État. La monnaie centrale sert aux banques et au Trésor public pour se payer. La monnaie scripturale privée, ou monnaie secondaire, c'est la monnaie gérée par les banques commerciales privées. Les particuliers et les entreprises utilisent principalement cette monnaie. Quand un citoyen reçoit son salaire, c'est par transfert de monnaie scripturale privée. Sur son relevé de compte, il voit marqué euros, alors que ces euros n'existent pas. Le chiffre au crédit de son compte est une promesse de remboursement en euros. Or, si une banque fait faillite, elle ne peut plus honorer sa promesse vis-à-vis de ses clients. En France, les 2 premières banques gèrent plus de la moitié des dépôts bancaires. Aucun gouvernement ne permettra à une grande banque de faire faillite, car des millions de citoyens et d'entreprises perdraient une partie de leur argent. Ce serait une catastrophe sociale que l'ensemble de la société devrait compenser par l'appauvrissement général de la population. Toute entreprise peut faire faillite si elle est mal gérée, même les plus importantes. Mais cette règle ne s'applique pas aux grandes banques. Les gouvernements les sauvent en taxant l'ensemble des citoyens si nécessaire. Voici ce qu'en pense Frédéric Lordon, économiste, directeur de recherche au CNRS,